Bonjour à tous, donc je suis Nathalie Ruchot, je suis directrice au sein du cabinet Assenis. Nous accompagnons des transformations dans les grandes entreprises autour de l'expérience client et de l'expérience salariée. Et à ce titre, on est amené à accompagner des transformations culturelles sur deux sujets. D'une part, la relation à l'autre, au client bien sûr, mais aussi à son collègue en interne. Et puis autour de la transformation de la culture managériale. Et notamment le management bienveillant. Alors, c'est pas comme ça qu'on l'appelle, nous, mais c'est pas grave. Comment tu l'appelles, toi ? Nous appelons ça le management par l'intention. Le management par l'intention, c'est le management qui consiste à libérer le geste, c'est-à-dire être moins normatif, à laisser du champ sur le comment, et à travailler en revanche l'intention, c'est-à-dire travailler finalement l'envie. Et pourquoi vous n'avez pas voulu appeler ça de la bienveillance ? Parce que ce n'est pas que de la bienveillance. Ah, c'est mieux ? Bienveillance ne veut pas tout dire. Voilà, ça contribue à la bienveillance, ça contribue au bien-être au travail, mais voilà, la bienveillance est un des volets du management. Mais ton intention, il faut qu'elle soit bienveillante quand même, parce que pour le coup, si ton intention elle est uniquement liée au capital et à la rentabilité, donc uniquement financière, tu ne peux pas obtenir autre chose. Oui. D'accord avec moi ? C'est bien l'idée. C'est pour ça que la bienveillance est le socle du management par l'intention. Et quand Emmanuel m'a parlé du thème management bienveillant, j'ai eu envie de vous partager trois choses. Deux étonnements, d'une part, des choses qui m'étonnent encore, malgré une courbe d'expérience quand même relativement importante sur ces sujets-là. Et puis, quelques leviers pour travailler sur le management bienveillant. Mon premier étonnement, et ça continue à m'étonner, régulièrement, on a des entreprises qui nous appellent en nous disant « Mais est-ce que vous pouvez mettre... nos managers là dans une salle et puis leur apprendre à être bienveillants dans leur management ». Alors oui, effectivement, c'est une manière de voir les choses. Comme si c'était un outil. Comme si c'était un outil, comme si on l'apprenait par des techniques. Allez, on s'entraîne à la bienveillance. Technique numéro 4 de bienveillance, et j'enchaîne directement avec une 15. Et voilà. Voilà. Est-ce que ça marche comme ça, la bienveillance ? Hélas, non. Sinon, je pense je pense que ce serait beaucoup plus facile à travailler, en fait. Ah. Donc non, ça ne marche pas comme ça. La bienveillance, c'est avant tout une question d'état d'esprit, de manière d'aborder sa relation au manager. Et cet état d'esprit, il ne peut se développer qu'à condition d'avoir un environnement qui crée les conditions favorables à la bienveillance. Tu veux dire un lieu ? Un écosystème, d'évoluer dans un écosystème d'entreprise qui permette la bienveillance. Quand vous êtes dans la jungle, tout seul, avec des lions qui rôdent autour de vous... Ce qui nous arrive assez fréquemment. Voilà. Je pense que vous n'avez pas forcément très envie, vous n'êtes pas forcément très enclin à être bienveillant, parce que vous êtes centré sur vous, sur votre propre survie. Parfois, notre écosystème en entreprise, c'est ça. Il nous pousse à nous centrer sur nous, sur notre survie, sur notre résistance au stress, des objectifs et des injonctions qui nous sont envoyés en permanence. Nous sommes attentifs à la moindre erreur que nous allons faire en ayant peur de se faire remonter les bretelles, voire pire. La peur de l'échec, la peur de l'erreur. Exactement. Donc, la première responsabilité de l'entreprise qui souhaite développer ce management bienveillant, c'est de travailler sur son écosystème et de mettre en place un écosystème qui permette de protéger le manager, qui permette de faire qu'il évolue en confiance dans l'entreprise. Et ça lui permettra d'être bienveillant et de se centrer sur ses collaborateurs. Alors, j'ai des tas d'exemples qui me viennent en tête, je vais vous en citer deux. Dans une entreprise que nous accompagnons, le comité de direction, à un moment, s'est rendu compte, justement, en travaillant sur cet écosystème un peu protecteur, s'est rendu compte que finalement, 90% du comité de direction était descendant. C'était le chef qui parlait, qui disait ce qu'il fallait faire. Et quand le chef ne parlait pas, ce sont les sous-chefs qui demandaient « Mais chef, qu'est-ce qu'il faut faire ?» La culture du chef, quand elle est poussée à l'extrême, est extrêmement préjudiciable à la bienveillance. Parce qu'on est centré sur ce que dit le chef, au garde à vous, on attend que le chef nous dise quoi faire, et toute la ligne managériale rebascule ce que dit le chef sur son N-1. Donc la première grosse action qu'a décidé de mettre en œuvre ce comité de direction, c'est de développer l'utilisation du co-développement dans l'ensemble des instances de l'entreprise. Du comité de direction au comité de département, du comité de département aux réunions d'équipe. C'est plus le chef qui donne sa parole et qui donne sa solution,
C'est des allers-retours entre les deux. Ce sont des allers-retours et le manager devient facilitateur et fait émerger des solutions du collectif et s'occupe et se charge d'organiser finalement des test and learn autour des solutions qui ont émergé. Mais est-ce que cet élément-là n'est pas quelque part aussi la conséquence de ce qu'est un manager aujourd'hui, par exemple en France, où vous réussissez dans un domaine, on est expert dans un domaine, on veut te promouvoir, le seul outil que l'on ait de promotion, il est de te faire passer le cran du dessus, c'est-à-dire le manager, alors que tu n'as pas nécessairement les compétences, ni même l'envie, mais par contre, ça ne se refuse pas, parce que si tu refuses cela, tu coupes ta carrière complètement. Donc on a cette vraie problématique et au final on se retrouve avec des petits chefs qui n'ont aucune capacité ni aucune accointance au management et j'ai l'impression que c'est une des conséquences directes ce que tu expliques. Alors ça fait partie effectivement des causes de la culture du chef. Hein. On a des parcours professionnels qui n'ont qu'un aboutissement, c'est celui de manager. Si on ne veut pas être manager, il n'y a pas d'autre issue possible. Et du coup, on promeut effectivement des gens qui n'ont pas envie d'être manager et qui n'ont pas non plus peut-être les aptitudes. On a aussi un vrai sujet culturel, c'est-à-dire que notre éducation nous habitue aussi à avoir la culture du chef. La maîtresse a dit, il faut le faire. Et si on ne veut pas le faire, même si on l'argumente, on va au coin. Et la culture patriarcale, quelque part aussi. Exactement. Donc c'est tout ça que ça vient remettre en question et que ça va chercher. C'est très profond. Donc quand tu travailles dans l'accompagnement, tu travailles aussi sur une évolution des mentalités complètes en fait. Oui, sur l'ensemble de l'écosystème et sur l'ensemble effectivement de la représentation qu'on se fait du rôle de manager. Donc il y a une évolution, moi ce que j'entends derrière ce que tu dis, il y a une véritable évolution de l'apprentissage des savoirs et des savoir-faire vers un apprentissage, enfin en tous les cas une valorisation du savoir-être. Oui, et on travaille beaucoup sur les prises de conscience, les croyances, les représentations pour faire bouger les lignes et transformer la représentation que les managers se font de leur rôle de manager, depuis le manager de proximité jusqu'au comité de direction. Ben merci en tous les cas, merci de ton intervention. Est-ce que tu avais d'autres points, un autre exemple peut-être il me semble Alors, j'avais peut-être 2-3 exemples de leviers que l'on peut utiliser pour travailler justement sur ce management bienveillant avec des managers de proximité une fois qu'on a travaillé sur l'écosystème. Le premier levier, c'est de recentrer finalement les managers sur le ressenti de leurs collaborateurs. Tu veux dire des émotions ? Non mais oui, excuse-moi, j'ai dit un gros mot. Mais c'est interdit. J'ai dit un gros mot. On ne peut pas être normaux quand on est dans l'entreprise. On doit être absolument détaché de toutes ces émotions, il me semble. Non, c'est pas comme ça qu'on nous a dit qu'il fallait faire. C'est bien comme ça qu'on nous a dit qu'il fallait faire. C'est aussi comme ça qu'on nous a appris à faire depuis tout petit. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Aujourd'hui, dans l'école, on commence à parler d'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, les entreprises voire même relationnelle. Et aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de travail, ont un gros travail à faire autour de ces sujets-là. Et là, je te coupe 2 minutes parce qu'il y a quelque chose qui est très très important en train d'être fait. Et là, c'est pas de l'engagement politique non plus. Mais dans le gouvernement Macron, ils font pas que des bonnes choses. Mais le ministre de l'Éducation nationale est assez impressionnant sur ce sujet-là. Parce qu'il est en train de casser tous les dogmes de l'éducation qu'on avait jusque-là. Tu sais, méthode syllabique globale en fait. Et pourquoi on n'utiliserait pas les deux et puis on voit qui prend quoi dans la classe. Et toutes les nouveautés, en fait, toutes les connaissances que l'on a aujourd'hui en neurosciences nous montrent que les différents modes d'apprentissage ne sont pas répartis de manière équitable chez tout le monde et que donc on a un vrai intérêt à s'y pencher pour pouvoir parler à l'autre. Et donc dans l'entreprise, on pourra peut-être arriver jusque-là. Oui, et je pense que les entreprises ont intérêt à prendre les devants parce que quand la génération qui commence à travailler sur l'intelligence émotionnelle va arriver sur le marché, ça va faire mal. Ça va faire mal, exactement. Donc voilà, quelques exemples de choses qui fonctionnent bien pour travailler avec les managers sur ce management bienveillant, c'est effectivement se définir des objectifs ou des lignes conductrices en termes de ressenti visé chez ses collaborateurs. Se dire finalement, moi, j'aimerais que d'ici 1 an, mes collaborateurs soient toujours sûrs du sens de leur action, se sentent toujours compris, pris en compte. Voilà, vous en avez 100 possibles. Et de manière très opérationnelle, quand un manager aborde un acte de management, quel qu'il soit, une réunion, un entretien, etc.,
Au-delà du fait de se fixer un objectif opérationnel, par exemple, je veux qu'il soit convaincu que, ou je veux qu'il soit boosté à fond pour me faire plein de ventes, se fixer simplement un objectif de ressenti. Je veux qu'il se sente comment à l'issue de cet acte de management. Et vous verrez que ça change complètement la manière d'aborder son acte de management. C'est ça l'intention positive. Alors il y a des entreprises où justement on parlait tout à l'heure de cette pyramide de l'évolution, on est expert et donc on devient manager après, etc. Et dans certaines entreprises, on teste un management qui n'est pas hiérarchique, donc transversal, avec des managers dont le métier n'est pas de contrôler et de diriger les équipes, mais de les motiver et de les animer. Et je pense que cette tendance-là répond en partie effectivement à cela, mais d'ici à ce qu'on y arrive... Oui, et puis moi j'ai une conviction, c'est que nos entreprises à organisation classique peuvent très bien également s'y mettre. Ce sont des transformations qu'on peut opérer avec les managers. Toi, tu as l'habitude de ça, en fait. Oui, on a l'habitude de ça, on voit c'est pas ces des gros transformations mammouths à déplacer. Et pourtant, ce sont souvent de très grandes entreprises. Nous citions Orange tout à l'heure, c'est une des entreprises que nous accompagnons, puisque nous accompagnons le programme de transfo managérial d'Orange. Et ça bouge énormément. Et nous avons aujourd'hui des retours des directions nationales qui nous disent « mais vous vous êtes occupé des gens de terrain sur l'ensemble de la ligne hiérarchique, c'est très bien, mais là on commence à sentir qu'il y a un vrai décalage entre eux et nous, donc venez chez nous, venez dans nos CODIR aussi, parce que nous il faut qu'on évolue. »